La réflexion sur l'art en philosophie est une réflexion véritablement très difficile à mener. La philosophie de l'art, c'est vraiment pas une mince affaire. Alors, pourquoi ? Alors, il y a de multiples raisons à cela, et je ne vais pas toutes les énoncer ici, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le terme d'art désigne, dans notre langage courant, un champ spécifique, qui rassemble un certain type d'objets, un certain type d'opérateurs, un certain type d'expérience esthétique. On parle d'œuvres d'art, on parle d'artistes. Bon. Donc on reconnaît à l'art, dans notre langage courant, une sorte de particularité. C'est un champ qu'on arrive à distinguer des autres. Par exemple, on va distinguer les œuvres d'art des autres objets. On va y revenir. C'est cette distinction-là qui n'est pas si simple à tenir et à comprendre. Le champ de la philosophie qui s'interroge sur la nature de l'art, sa définition, son origine, se nomme l'esthétique. Alors en fait, l'esthétique, qui vient du grec aesthésis et qui désigne la faculté de perception, le terme d'esthétique désigne plus globalement les philosophies de la perception. On retrouve par exemple ce terme dans la critique de la raison pure qu'on a étudié déjà, et qui utilise le terme d'esthétique transcendantale pour réfléchir aux cadres fondamentaux de la perception humaine. Donc le terme d'esthétique a un champ d'application plus grand. Néanmoins, on emploie bien le terme d'esthétique pour parler de la philosophie de l'art. Ainsi, réfléchir philosophiquement sur l'art, c'est bien réfléchir sur ce qui nous fait percevoir certains objets comme distincts des autres, alors même qu'ils semblent, les uns et les autres, être le résultat d'une activité technique, c'est-à-dire d'un savoir-faire qui mobilise des processus de fabrication ou de création pour réaliser un objet. De fait, le champ de la philosophie de l'art se heurte à un problème très classique et très difficile qui est celui de la définition même de cet objet que nous appelons art. En fait, le champ de la philosophie de l'art a pour question principale, ou en tout cas pour une de ces grandes questions, qu'est-ce que c'est que l'art ? De quoi on parle ? Alors l'origine étymologique du terme nous ramène du côté de l'ars. Le mot art en latin se dit ars, ou vient de ars. Et le terme latin a pour sens l'habileté, le savoir-faire. L'ars, c'est finalement la technique. Toutefois, si nous reconnaissons que le plombier, le maçon, le forgeron ont des techniques et un savoir-faire, c'est-à-dire au sens latin un art, nous considérons en même temps aujourd'hui que les objets produits par le maçon, le plombier ou le forgeron ne répondent pas exactement à ce que nous nommons usuellement l'art. Nous considérons que, par exemple, une peinture de Rembrandt, c'est de l'art, mais qu'un mur fait par un maçon, c'est pas vraiment de l'art. En tout cas, pas l'art au même sens, pas au même sens où on l'a employé dans le cadre du maçon. Bon, ça nous avance pas trop, cette histoire. Alors, une distinction s'opère, donc, finalement, entre la mobilisation d'une technique en vue de la réalisation d'un objet technique, de ce qu'on appelle un objet technique, qui a, normalement, dans le cadre d'un objet technique, une finalité déterminée. Par exemple, notre maçon construit le mur d'une maison pour que cette maison tienne, pour que simplement elle existe. On distingue cette mobilisation d'une technique en vue de la réalisation d'un objet technique qui a une finalité déterminée, qui est faite en vue de ce but-là précisément, et la mobilisation d'une technique en vue de la réalisation d'un objet d'art qui lui ne semble pas nécessairement, voire pas du tout, avoir de finalité déterminée. Puisque l'objet d'art ne semble pas être fait nécessairement pour servir à quelque chose, et en tout cas, s'il a été fait pour servir à quelque chose, on a l'impression qu'il ne se réduit pas à cette utilité. Vous n'allez pas jeter un tableau de Rembrandt qui bouchait de façon très opportune un mur un trou de votre mur parce que le trou a été rebouché par du plâtre. Même si le tableau de Rembrandt ne vous sert plus à rien, vous n'allez pas pour autant considérer qu'il n'a plus aucune valeur. Donc on a le sentiment que les objets d'art ont une valeur qui dépasse leur utilité technique.
Pourtant, on parle dans les deux cas, dans le cas du maçon et dans le cas du peintre, d'une technique. Il y a bien une technique à l'origine de tout cela, un savoir-faire. Qu'est-ce qui fait finalement que l'on considère que la technique du peintre produit des objets différents de ce que produit le maçon? C'est pas très simple. Alors une telle distinction est souvent celle qui justifie la distinction très classique en philosophie entre l'art et l'artisanat. L'art ou l'artiste, ce serait ce qui produit des objets inutiles, des objets qui n'ont pas de finalité technique, et qui peuvent susciter ce qu'on appelle une expérience esthétique, qu'on a souvent confondu avec l'expérience de la beauté. Et l'artisanat, c'est une technique, là aussi, un ensemble de savoir-faire, mais qui sont mobilisés en vue de produire des objets qui ne visent pas une expérience esthétique, en tout cas pas premièrement, mais qui visent d'abord une utilité, une finalité déterminée. Ainsi, un menuisier peut bien vouloir faire une belle table, ce qui compte avant tout, ce qui va faire la valeur de sa table, c'est que cette table est une table, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'elle peut réaliser, ce qu'une table doit réaliser. Toutefois, et c'est un vaste champ de réflexion, il n'est pas très simple de justifier une séparation si nette entre des champs qui, finalement, ont plutôt tendance à s'interpénétrer. L'exemple de l'architecture me semble être assez bon pour pouvoir comprendre ça. On comprend bien qu'un bâtiment peut être le fruit d'une technique et vise une finalité déterminée. Si je prends le cas d'un immeuble d'habitation, il faut qu'on puisse habiter dedans, il faut qu'on puisse se déplacer à l'intérieur, il faut qu'il réponde à certaines exigences de confort pour qu'on puisse y vivre. Mais en même temps, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un pur objet technique, qui n'a aucune aucune dimension artistique? Si on prend des objets, des bâtiments faits par de grands architectes, ou si on prend des objets, des bâtiments qui ont été faits avec une vocation visible et manifeste pour la beauté, pour une certaine harmonie, on a l'impression que ces bâtiments peuvent produire une émotion, une expérience esthétique, et que, même dans l'hypothèse où ils ne serviraient plus à rien, on ne se mettrait pas pour autant à les raser. Si demain la chapelle Sixtine devient, pour une raison ou pour une autre, totalement inutilisable, il paraît assez étrange d'imaginer qu'on amènerait les bulldozers pour la réduire en miettes. Donc cette distinction entre l'artisanat et l'artisan, entre l'art et l'artisanat, n'est pas si facile à tenir, et c'est un champ très large de la philosophie de l'art, de montrer que finalement ces définitions, et ce qu'on appelle ces taxonomies, c'est-à-dire ces classifications, on peut un peu les remettre en cause. Bon, on avance un peu, quoique, peut-être qu'en fait on recule. En fait, l'idée même qu'un certain savoir-faire serait nécessaire pour qu'une œuvre d'art soit créée, qu'elle serait le résultat d'une certaine technique mobilisée par l'artiste, est problématique. Elle est problématique parce que, d'une part, il ne semble pas évident qu'une œuvre d'art rende toujours manifeste l'existence d'un savoir-faire particulier ou d'une technique. En fait, on n'a pas forcément l'impression, quand on y réfléchit un peu plus précisément, qu'il faille absolument qu'une technique, qu'un savoir-faire soit mobilisé pour qu'une œuvre d'art apparaisse. Il y a des exemples multiples. On pourrait imaginer que quelqu'un joue 4-5 notes sur un piano sans avoir jamais appris ce piano. Le piano, il peut quand même peut-être produire une petite mélodie, par hasard, fortuitement, mais qui sera entendue par ceux qui l'écoutent comme un authentique morceau de musique. Qu'il l'ait fait par hasard ou qu'il l'ait fait volontairement, que ça soit le fruit d'une technique ou le fruit simplement de circonstances hasardeuses, ça ne semble pas changer grand-chose pour celui ou celle qui écoute. De la même manière, l'écriture automatique d'un poème, même si il ne répond peut-être pas à une technique, alors ça reste à discuter, mais dans l'hypothèse où il ne répondrait pas à une technique spécifique, où il serait un authentique lâcher-prise, est-ce qu'on peut considérer pour autant qu'il est moins un poème? Bon, c'est une question très complexe finalement. Est-ce qu'une œuvre d'art doit rendre manifeste un savoir-faire particulier, une technique? Est-ce qu'on reconnaît en fait dans une œuvre d'art toujours l'existence d'une difficulté particulière à la réaliser? Et d'autre part, à l'ère technologique qui est la nôtre, nous avons aujourd'hui les moyens techniques de produire des objets, par exemple, et notamment des images, qui semblent être des œuvres d'art.
Par exemple, les images générées par des IA semblent pouvoir parfaitement répondre aux exigences d'une expérience esthétique authentique. Si je place dans un musée un tableau fait par une intelligence artificielle, sans le dire évidemment, cela ne changera visiblement rien pour les spectateurs du tableau. Éventuellement, ça changera quelque chose quand je leur dirai que le tableau a été généré par une IA, mais le fait que cette image ait été générée par une IA ne sera pas perceptible, ne changera rien à l'expérience esthétique si on ne dit rien. Finalement, la question de la nature de l'art est aussi donc une question sur la nature de la technique et de la relation qu'on peut établir entre la technique et les objets que produit cette technique. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une technique ? À partir de quand une technique, un savoir-faire, peut-elle produire un objet qui ne sera pas seulement un objet technique, mais bien un objet d'art ? Qu'est-ce qui fait que nous reconnaissons dans les œuvres d'art quelque chose qui ne se trouve pas dans les autres objets ? Bon, on va essayer de comprendre. Et on va essayer de comprendre en étudiant un texte qui s'appelle « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » écrit par Walter Benjamin. Alors l'objectif de Walter Benjamin, lorsqu'il écrit ce texte en 1936, est de répondre à l'ensemble de ces interrogations, en tout cas de les travailler, en partant d'un phénomène technique nouveau, ou en tout cas particulièrement spectaculaire à son époque, et qu'il désigne comme la reproductibilité technique des œuvres d'art. Typiquement, la nouvelle capacité qu'ont les machines de produire en masse des images, par exemple, qui seront des reproductions parfaites, quasi parfaites, on le verra, des originaux. Il prendra notamment l'exemple du cinéma et de la photographie, qui sont des arts entièrement fondés sur cette reproductibilité, puisque vous ne pouvez pas sentir que ce que vous percevez quand vous allez au cinéma, ce n'est pas le film original. Même si c'est une œuvre reproduite, qui a été, si le fichier a été téléchargé par exemple sur une clé USB et reproduit sur une clé USB, ça ne changera rien à votre expérience, la copie est parfaite, et en fait la notion même d'original semble disparaître. Ainsi, Walter Benjamin veut, dans une perspective initialement marxiste, penser les structures sous-jacentes des objets d'art, c'est-à-dire clarifier ce qui fait que nous reconnaissons habituellement un objet comme œuvre d'art, et plus encore réfléchir à ce que cette reproductibilité technique des œuvres d'art, qu'il s'agira de définir, peut changer dans notre mode d'appréhension des œuvres d'art, et plus spécifiquement nous le verrons dans le cadre des images.